Bonjour Landry. Vous êtes le président fondateur de l'accélérateur de start-up H7, le chômage des jeunes au plus haut niveau en plus de 20 ans, plus de 32% au troisième trimestre 2020. Votre solution, l'accompagnement des entrepreneurs à travers des incubateurs, mais pas que. On va en parler. D'abord, Amin El-Azaz, il y a un constat tout simple aujourd'hui. On crée des entreprises, on en crée beaucoup, mais qui génèrent peu d'emplois. Pourquoi ? Oui, l'année dernière, le Maroc a donné naissance à plus de 94 000 entreprises. Maintenant, comment nous, on fait collectivement pour aider ces créateurs d'entreprises à générer 4 à 5 emplois en moyenne, ce qui ferait que sur une année, on aurait créé assez d'emplois pour résorber le chômage annuel. Pourtant, Amin El-Azaz, plusieurs initiatives ont été lancées pour soutenir l'entrepreneuriat, pour tenter d'accompagner l'entrepreneuriat. Effectivement, il y a eu l'initiative Jeunes Entrepreneurs, il y a eu l'initiative Mokawalati et tout dernièrement l'initiative Ntelaqa qui a été dotée de 8 milliards de dirhams sur 3 ans. Maintenant, comme l'a souligné le wali de Banque al-Maghreb, M. Jouahri, ce mardi, euh, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'accompagnement. Aujourd'hui, cette initiative ne dispose pas d'une partie accompagnement, ce qui fait que les entrepreneurs ne sont pas accompagnés pour réussir leur aventure entrepreneuriale. Donc, ce que vous nous dites clairement, Amin El-Azaz, c'est que finalement, on ne pêche pas dans les initiatives, dans la distribution d'aide ou d'argent, on pêche dans l'accompagnement. Clairement. Alors, il y a 2 points. Le premier point, c'est la sélection. Nous devons être très bons sur la sélection des entrepreneurs qui vont bénéficier d'un TELAA pour s'assurer que ceux qui sont capables de créer énormément d'emplois et de valeur ajoutée sont sélectionnés pour bénéficier de cette initiative. Par la suite, d'être accompagnés sur 12-18 mois pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et surtout créer assez d'emplois pour aider le pays. Comment on fait? Comment on les accompagne? Clairement, c'est à travers des incubateurs et des accélérateurs qu'on doit implémenter sur tout le territoire. Nous, on suggère d'avoir une cinquantaine d'incubateurs et d'accélérateurs qui vont premièrement contribuer à la sélection, une sélection qualitative de ces entrepreneurs et de ces entreprises, pour par la suite les accompagner sur 12-18 mois, à travers des ateliers de travail, à travers des formations, à travers des séances de mentoring, du matchmaking avec des clients potentiels, des partenaires potentiels, mais aussi les connecter avec des investisseurs, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Des incubateurs, une cinquantaine d'incubateurs dès demain ou en 2021, c'est possible de rapidement mettre ça en place? Oui, aujourd'hui au Maroc, on a plus ou moins une vingtaine d'incubateurs et d'accélérateurs qui sont concentrés sur l'axe Casa-Rabat. L'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils s'installent partout sur le territoire marocain, mais aussi accompagner à travers des programmes dédiés pour la création d'incubateurs et d'accélérateurs, que ce soit à Tanger, à Oujda, à Laayoune, à Agadir, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ce maillage national. C'est quoi l'avantage d'un incubateur? Bon, bien sûr, l'accompagnement, mais est-ce qu'on a des résultats aujourd'hui sur la vingtaine d'incubateurs qui existent? Est-ce qu'il y a un bilan côté emploi qui a déjà été dressé? Non, malheureusement, ce bilan-là n'a pas été fait. Ce qu'il faut savoir, que ces incubateurs et accélérateurs actuels sont le fruit d'initiatives associatives ou personnelles. Ça veut dire que c'est, à part quelques clusters et quelques incubateurs publics, la claire majorité des incubateurs et accélérateurs présents n'ont pas bénéficié ni d'aide, ni de financement, ni d'accompagnement quelconque. Et à l'étranger, ça paye les incubateurs? Oui, un des exemples qui est très proche de nous, c'est la France. La France a investi massivement pour devenir une Startup Nation. Au démarrage de cette ambition plan, ils ont investi plus de 4 milliards d'euros dans des fonds d'amorçage et de venture capital. Et ils se sont rendus compte très rapidement que le
le deal flow d'entrepreneurs et de startups à fort potentiel n'était pas au rendez-vous. Et le pilier manquant, c'était l'accompagnement. Alors, ils ont créé un fonds qui s'appelle French Tech Accelerator, qui a financé, subventionné, investi dans des incubateurs et accélérateurs français, ce qui a eu un impact direct sur aussi bien la quantité d'entrepreneurs et de startups créés, mais aussi de levée de fonds. Aujourd'hui, l'écosystème startup en France, c'est plus ou moins une vingtaine de 20 000 startups et avec une création d'emplois de presque 400 000. C'est-à-dire qu'on est entre 17 et 18 emplois générés par startup. Ce qui fait que même l'État, en bout de compte, se retrouve parce que tous les euros qui ont été investis par l'État français ont été largement rentabilisés à travers ces emplois créés. Quand on parle d'incubateur, Amin Al-Azzaz, on parle à l'intérieur de projets multisectoriels, de tout secteur. Oui. Un incubateur, c'est un lieu physique et virtuel qui donne naissance à des idées entrepreneuriales. Donc on peut s'adresser à tous les jeunes chômeurs actuellement. Clair. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 6 à 7 millions de jeunes qui sont ni en situation d'emploi, ni à l'école, ni en formation. Ces jeunes-là regorgent de talents. Moi-même, sur les 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'aller à leur rencontre dans les écoles, dans les universités. Ils ont énormément d'énergie, mais ils ont besoin qu'on croie en eux et ils ont besoin qu'on les accompagne. Parce que sans ces deux ingrédients-là, c'est très difficile de réussir son entreprise. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a une situation de chômage des jeunes qui est désastreuse, Amin Al-Azzaz, mais ce qu'on arrive bien à comprendre également à travers votre proposition de multiplier l'accompagnement, de favoriser l'accompagnement à travers des incubateurs, c'est que aussi on se dirige sans doute vers une valeur ajoutée dans différents secteurs. Tiens, par exemple, je pense à l'industrie, on a un nouveau plan d'accélération industrielle qui arrive dans les prochains jours, dès le 1er janvier prochain. L'industrie aujourd'hui, si on a certes des écosystèmes qui sont développés, on monte très peu encore en valeur ajoutée. Ces incubateurs-là pourraient permettre de faire grimper l'industrie en valeur ajoutée ? Claire, on peut avoir des incubateurs industriels capables d'identifier des entrepreneurs et des entreprises qui peuvent s'arrimer aux opportunités industrielles. La banque de projets du ministère de l'Industrie a clairement identifié plusieurs opportunités massives dans plusieurs secteurs très porteurs comme l'agroalimentaire, comme la plasturgie, comme la métallurgie et j'en passe. Maintenant, il nous faut créer des incubateurs industriels, mais aussi ce qu'on appelle des Fab Labs et des usines partagées pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de surtout se concentrer sur l'acte de créer et l'acte de produire que sur, je dirais, investir tous leurs moyens financiers dans de la machinerie. Or, on peut être dans un schéma où les machines industrielles sont en mode partage. Concrètement, c'est des lieux dans les zones industrielles où on va retrouver plusieurs types de machines industrielles qui vont être utilisées à l'heure, à la demi-journée, à la journée par ces TPE ou ces startups industrielles et aussi de co-créer ensemble à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs startups. Pour les Fab Labs, c'est des lieux physiques où on peut produire le premier prototype de cette entreprise ou de cette start-up. Pour tout ce qui est une des opportunités aussi massives, et on le voit au niveau mondial, c'est tout ce qu'on appelle les cloud kitchens ou les cuisines partagées. C'est-à-dire qu'on permet à de jeunes ou de futurs restaurateurs ou de futurs entrepreneurs dans le monde de l'agroalimentaire, c'est d'avoir accès à des usines, à des cuisines, encore une fois, dans le même schéma, où l'entrepreneur va louer cette cuisine-là pour une journée, ou 2 jours ou 3 jours, pour fabriquer sa production et pour par la suite la commercialiser.
Intéressant, hein, à l'heure où l'on parle de Made in Maroc, on sait qu'il y a beaucoup de potentiel encore dans l'industrie agroalimentaire marocaine, Énormément. très peu d'initiatives, donc ça pourrait être une idée qui peut permettre notamment à l'industrie agroalimentaire de décoller, mais pas seulement. Amine El Azaz, concrètement, si je vous écoute, vous appelez à revoir en quelque sorte le programme Intilaka, à faire un programme Intilaka 2.0? Ce qu'on propose, c'est vraiment ajouter une partie accompagnement et plus spécifiquement une partie sélection et accompagnement. Je pense que les incubateurs et les accélérateurs du Maroc sont prêts à participer à cet effort national pour identifier les entrepreneurs qui méritent d'avoir accès aux deniers publics parce qu'ils vont nous créer le maximum d'emplois et de création de valeur. Les banques, hein, ce sont elles qui décident des dossiers des crédits Intilaka. Ce sont elles aussi qui vont avoir un gros gâteau parmi le plan de relance, hein, 75 milliards sur les 125 milliards de dirhams. Est-ce que tout doit passer par les banques? Pas nécessairement. C'est-à-dire que les banques, en collaborant avec les incubateurs et les accélérateurs du Maroc, peuvent avoir un deal flow d'entrepreneurs et d'entreprises beaucoup plus qualitatif et leur permettrait d'avoir un taux de rejet plus bas, un temps de traitement très faible parce que les dossiers sont meilleurs. Les entrepreneurs sont mieux préparés et ils auront même la confiance comme quoi cet entrepreneur, cette entreprise sera accompagnée sur 6 mois, sur 12 mois, sur 18 mois pour réellement avoir de l'impact. Mais on ne peut pas mettre tout ce fardeau sur le dos des banques. Nous devrions relancer notre plan crowdfunding parce qu'on peut financer ces petites TPE, ces startups-là, grâce avec le crowdfunding. Ouais. D'ailleurs, on parle d'un grand emprunt national, peut-être pour 2021. Pourquoi pas lancer le crowdfunding une fois pour toutes, hein. Ouais, Quelque part, les deux idées se rejoignent, même si c'est totalement différent. oui. D'autres idées, d'autres inspirations que vous avez pu observer à l'étranger, qui sont aujourd'hui plus que jamais inscrites dans l'ère du temps, dans les enjeux de ce nouveau siècle digital, numérique? Oui, je pense que on vit une rupture technologique. Il y a des opportunités massives si on se positionne sur certaines technologies émergentes. Et moi, je suis un fervent promoteur d'enseigner l'entrepreneuriat par le code. Aujourd'hui, on a 5 à 7 millions de NEET qui sont pleins d'énergie, qui ont plein de potentiel. Maintenant, investissant je dirais, les futures opportunités massives du Maroc. Et ça passera par un programme de formation sur le code. On a vu une start-up du Nigeria qui a levé 100 millions de dollars pour former les jeunes Africains sur les langages de code. Euh, et par la suite, à travers l'employabilité par des contrats à distance, faire travailler ces jeunes brillants mathématiciens, informaticiens, data scientists et cybersécurité experts avec des grands mastodontes technologiques partout dans le monde. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont au Maroc, sont un petit peu partout en Afrique, mais leur employeur, il est partout dans le monde. Pour vous donner une idée, sur les 5 prochaines années, il y aura presque 150 millions d'emplois dans ces métiers-là, c'est-à-dire développeurs logiciels, développeurs data, des spécialistes de l'intelligence artificielle, du machine learning. Ce qui fait que le Maroc peut, à travers une initiative de formation sur ces langages-là, euh, s'accaparer une partie de ces emplois-là à distance. Merci beaucoup, Amine El Azaz. Merci beaucoup, Landry.